Est-ce que cela inclut la Chine? Parce que c'est le principal partenaire économique de l'Iran. Encore une fois, il vaut mieux avoir beaucoup de conversations en privé. Et nous sommes convaincus que tout le monde veut que le détroit soit rouvert et que les prix de l'énergie redescendent. Et Sarah, gardez à l'esprit que les Chinois tirent 50% de leur énergie du Golfe. Ils auraient donc tout intérêt à se joindre au mouvement. Voici ma mise à jour vidéo, ce jeudi après-midi 20 août, depuis Larnaca à Chypre. Parlons de l'actualité. Et commençons par la grande information du jour, la déclaration de jour J de Trump. Trump a déclaré un jour J économique contre l'Iran. Il a publié cela sur Truth Social. He posted about this on Truth Social. He said that Il a déclaré que toutes les transactions avec l'Iran, de la part de tous les pays, devaient cesser. Trump a même dit que les pays concernés savent qui ils sont, ceux qui traitent avec l'Iran, qui effectuent des transactions avec l'Iran, qui fournissent des services bancaires, des opérations de change, du commerce. Tout cela doit s'arrêter selon Trump. Les pays qui continuent à commercer avec l'Iran, qui ne cessent pas immédiatement, subiront eux aussi d'énormes conséquences économiques. Puis, Trump a appelé les alliés des États-Unis à s'unir. Alliés des États-Unis, unissez-vous pour faire face à la menace iranienne. Ce sont les mots qu'il a employés, la menace iranienne. C'est un long message publié sur Truth Social. Je ne vais pas vous le lire en entier, mais je vais vous lire le passage écrit en majuscules, dans lequel Trump dit que l'Iran fera face à l'opération économique la plus écrasante jamais menée contre un pays. CNN rapporte que la Maison-Blanche de Trump, son équipe, a dit à des alliés politiques que le président américain s'installe dans une guerre d'usure économique dont il pense qu'elle va démolir l'économie iranienne et contraindre l'Iran à capituler. Guerre d'usure économique. Un D-Day économique. Cela a été officiellement annoncé par le président américain Donald J. Trump. Pourquoi faudrait-il annoncer un D-Day économique pour obtenir la capitulation de l'Iran? Pour obtenir un changement de régime en Iran, alors que vous avez déclaré à plusieurs reprises que l'Iran avait été vaincu, que son armée avait été détruite, que ses forces terrestres, sa marine, ses navires avaient été détruits. Ils sont au fond de l'océan. Tous leurs navires, tous leurs missiles ont été détruits. L'opération Midnight Hammer, la plus grande opération militaire de toute l'histoire, a détruit les capacités nucléaires de l'Iran. Epic Fury a détruit l'armée iranienne. Alors pourquoi faut-il annoncer un D-Day économique contre l'Iran? Pourquoi faut-il menacer l'Iran, ainsi que tous les pays qui commercent avec l'Iran, en leur disant qu'ils subiront eux aussi les conséquences de ce D-Day économique? Nous y voilà donc. La longue guerre d'usure économique dont nous parlons sur cette chaîne et sur The Duran depuis de très nombreux mois. C'est là que tout cela devait finir. Dans une longue guerre économique, une partie d'attente entre les États-Unis et l'Iran. The US and Iran. Now, the Trump administration will be able to Maintenant, l'administration Trump pourra rallier ses alliés. L'Occident collectif fera ce que les États-Unis lui diront de faire. Ils arrêteront donc toutes les transactions qu'ils pourraient encore avoir avec l'Iran. On parle de l'Occident collectif, mais aussi des pays du Golfe. On a vu ce que les Émirats arabes unis ont annoncé hier. Ils vont interrompre toutes leurs transactions financières avec l'Iran. C'était une évolution importante pour l'Iran, parce qu'ils traitent avec les Émirats arabes unis et avec Dubaï pour diverses raisons, notamment pour les règlements financiers. Mais punir d'autres pays, les avertir que s'ils font des transactions avec l'Iran, ils subiront eux aussi des conséquences. C'est très important, Alex. It's a beautiful house. You know which countries and which country Trump is talking Vous savez de quel pays
Et de quel pays Trump parle? Il parle des BRICS, il parle un peu de la Russie. Mais le véritable pays que les États-Unis doivent rallier à leur débarquement économique, c'est la Chine. Si les États-Unis ont la moindre chance de couler l'économie iranienne dans cette guerre d'usure économique, alors ils doivent obtenir que la Chine reste neutre. Ils n'ont pas besoin que la Chine se retourne contre l'Iran. Les États-Unis ne vont pas chercher à faire ça. Ce dont ils ont besoin, c'est que la Chine reste simplement en dehors de tout ça. C'est ce que les États-Unis vont essayer d'obtenir de la Chine. That is what the United States is going to try to accomplish with China. Of course, if you're Iran, what you need to do, if you are Bien sûr, si vous êtes l'Iran, ce que vous devez faire, si vous êtes des responsables iraniens et des diplomates comme Araghchi ou Ghalibaf, c'est approfondir votre coopération économique avec la Chine. Vous devez travailler avec la Chine, lui demander d'aider à stabiliser votre économie. Et l'économie iranienne souffre. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le blocus maritime, toutes les sanctions et le conflit ont eu des effets sur l'économie iranienne. L'inflation est très élevée en Iran et ils peuvent tenir pendant de nombreux mois. Mais certains rapports affirment que la Maison-Blanche de Trump est prête à attendre de nombreux mois, mais aussi de nombreuses années, que l'économie iranienne s'effondre. For the Iranian economy to collapse. I've said this multiple times that this is Je l'ai dit à plusieurs reprises. C'est le modèle syrien. I don't want to Je ne veux pas comparer la Syrie à l'Iran, parce que j'ai aussi dit dans de nombreuses vidéos que la situation est très différente. Mais les États-Unis, s'ils en ont besoin, l'État permanent américain, attendront 2 ans, 5 ans, 10 ans. Si c'est ce qu'il faut, alors ils le feront. Ils ont attendu que la Syrie s'effondre, ils ont trouvé leur ouverture et ils en ont profité. Et nous avons traversé de nombreuses administrations, de nombreux présidents aux États-Unis, jusqu'à arriver à Bidenopolis, où Al-Jalani a été activé. L'ouverture s'est présentée et ils ont écarté Assad par un changement de régime. removed. Regime changed Assad. So they're going to do the same exact thing with Iran. Ils vont donc faire exactement la même chose avec l'Iran. Et la stratégie de l'Iran doit être d'approfondir sa coopération avec la Chine. Avant tout avec la Chine. Bien sûr, avec les BRICS, absolument. Les BRICS sont importants. Ce sera un bon test pour les BRICS, pour voir à quel point ils sont réellement unis en tant qu'organisation, en tant qu'institution, peu importe comment on veut appeler les BRICS, une coopération. L'Iran doit s'appuyer sur les BRICS. Il doit chercher à accéder aux mécanismes, aux fonds et au financement dont les BRICS disposent ou qu'ils sont en train de mettre en place. Et bien sûr, l'Iran doit dialoguer avec la Chine, demander son aide et lui demander de contribuer à stabiliser son économie. Et la Chine peut le faire. La Chine est assez grande. Elle dispose des outils financiers. Elle a les mécanismes nécessaires pour aider, sans aucun doute, l'économie iranienne. Help the Iranian economy. So what the Trump White House is going to try to do is they're going to try to convince Xi Jinping. Ce que la Maison-Blanche de Trump va essayer de faire, c'est de convaincre Xi Jinping de rester à l'écart, de ne pas s'en mêler cette fois-ci, et de rester neutre. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Mais l'Iran doit absolument commencer à se rapprocher de la Chine et à lui demander l'aide dont il aura besoin dans cette guerre économique. Xi Jinping va se rendre aux États-Unis le 23 septembre, je crois, juste avant la réunion de l'Assemblée générale de l'ONU. Il ne restera aux États-Unis qu'une journée. Il ne participera pas à la réunion de l'ONU. Il se rendra aux États-Unis, rencontrera Trump, puis je crois, il repartira aussitôt. Mais pour la Maison-Blanche de Trump, le point principal à l'ordre du jour sera sans aucun doute l'Iran et la tentative d'empêcher la Chine de s'impliquer dans cet événement de jour J économique. To not be involved in this economic D-Day. Economic D-Day, everybody. That is the Le jour J économique. Tout le monde. Voilà le dernier plan de la Maison-Blanche de Trump pour vaincre l'Iran. À votre avis, qu'est-ce que la Chine va faire? Comment voyez-vous les choses évoluer? CNN a un article intitulé « Trump a un nouveau plan pour écraser l'économie iranienne, mais s'y tiendra-t-il » Trump
Non, Trump n'a pas la patience. Il va changer d'avis, faire volte-face, aller dans un sens puis dans l'autre sur toute cette affaire. Mais l'État permanent, lui, peut clairement attendre son heure et peut clairement s'en tenir à cette ligne. Trump, non. L'État permanent, oui. Donc, Arashi, où est-ce que c'est? Il a réagi à l'annonce de Trump sur le jour J économique et a publié sur X. Le soi-disant jour J économique est une diversion face à la propre crise de l'Amérique. Une dette sans précédent et des coûts d'intérêt en forte hausse. C'est redoubler d'efforts dans des politiques qui ont échoué, tout en ne faisant qu'apporter davantage de défaites et d'hostilité de la part des Iraniens. And enmity of Iranians. U.S. economic terrorism threatens global economy and sovereignty worldwide. Le terrorisme économique des États-Unis menace l'économie mondiale et la souveraineté partout dans le monde. Hier a donc été une journée difficile pour l'économie américaine. Scott Bessent s'efforce tant bien que mal de gérer les taux d'intérêt. Il y a beaucoup de problèmes dans l'économie américaine et sur les marchés obligataires. Et puis, nous avons eu une grande annonce. L'annonce historique de la dette américaine atteignant 40 000 milliards de dollars. 40 000 milliards de dollars. Waouh. Oh mon Dieu. Waouh. Selon la KBC Letter, cela représente 119 699 dollars de dette américaine pour chaque Américain. 119 000 dollars pour chaque citoyen américain. C'est donc quoi? 40 000 milliards de dollars de dette. C'est incroyable. Il est même impossible de se représenter une telle somme d'argent, une telle dette. Donc oui, c'est une première historique, et cela va continuer d'augmenter. Cela va augmenter plus vite. Ça va beaucoup accélérer maintenant. À terme, nous allons arriver au point où les États-Unis accumuleront 1000 milliards de dollars de dettes chaque mois. Je crois qu'ils en sont actuellement à 1000 milliards de dettes tous les 3 ou 4 mois. Mais à terme, ce sera 1000 milliards chaque mois. But eventually, it's going to get to $1 trillion every month. Yeah, that was big news yesterday. Oui, c'était une grande nouvelle hier. Une très très grande nouvelle. C'est ça l'histoire. C'est l'histoire de tout ce qui se passe dans le monde. 40 000 milliards de dettes. Donc c'était le post d'Arashi sur X, et ça nous amène à Axios. Axios est leur article, qui, je dois le dire, est un article assez choquant venant d'Axios. Ils publient toujours des articles choquants, révélateurs. Axios a des informations de l'intérieur, un accès privilégié à ce qui se passe à la Maison-Blanche. Quelle sculpture bizarre. Je ne sais pas trop quoi en penser. Alors, écoutez, avant de parler de cet article d'Axios, je dois simplement dire que ce dont je vais parler est très très discret. C'est discret, pas secret. C'est discret. Et j'espère que ce que je vais dire restera entre nous. D'accord? Entre nous. Parce que, selon Axios, les États-Unis mènent, depuis quelques semaines, une opération discrète. Une opération discrète pour transporter du pétrole à travers le détroit d'Ormuz. C'est une opération discrète, alors gardez ça pour vous, d'accord? Ne le dites à personne. Pas besoin d'annoncer tout ça à qui que ce soit. Pas besoin de raconter à vos amis ou à votre famille tout ce dont nous allons parler maintenant, au sujet de cette opération discrète. Gardez ça entre vous, moi et Axios. D'accord? Donc selon Axios, ces dernières semaines, les États-Unis ont mené une opération dans le cadre de laquelle ils ont aidé chaque jour entre 15 et 20 pétroliers à entrer dans le détroit d'Ormuz et à en sortir. 15 à 20 pétroliers, soit environ 10 millions de barils de pétrole par jour, ou à peu près la moitié du volume d'avant-guerre, sont acheminés hors du détroit et injectés sur le marché mondial de l'énergie, ont déclaré des responsables à Axios. L'article affirme que l'armée américaine a discrètement établi un couloir maritime à l'entrée et à la sortie du détroit d'Ormuz pour transporter chaque jour des millions de barils de pétrole. C'est un succès notable, même si la guerre dans son ensemble reste dans l'impasse, ont déclaré 2 responsables à Axios. Écoutez, discrètement,
Ils ont mis ça en place discrètement ces 2 dernières semaines, alors n'en dites pas trop, d'accord? C'est très discret, c'est très furtif. It's very quiet. It's very stealth. According to these officials who spoke to Axios, Selon ces responsables, qui se sont confiés à Axios, les pétroliers avancent. Ils entrent et ils sortent sous la protection de l'armée de l'air américaine. Et l'Iran n'a aucune idée de ce qui se passe, parce que l'armée de l'air américaine a détruit une grande partie de leurs moyens de surveillance et de leurs radars. Ils opèrent donc un peu à l'aveugle. De temps en temps, toujours selon Axios, l'Iran lance quelques drones ou missiles, mais ils ne peuvent pas vraiment viser quoi que ce soit, ni cibler correctement les navires qui passent par le détroit d'Ormuz. C'est 15 à 20 pétroliers. that are passing through the Strait of Hormuz, these 15 to 20 tankers. So that's the stealth operation from the US. I wonder Voilà donc l'opération discrète menée par les États-Unis. Je me demande si ces 15 à 20 pétroliers font partie des 10 à 13 pétroliers qui passent par le détroit d'Ormuz, par la route du Sud, par la route d'Oman, dont j'ai parlé dans ma mise à jour vidéo d'hier. Nous savons, grâce à différents services de suivi, qu'il y a entre, disons, 10 et 13 pétroliers, ou 8 à 13 au maximum, qui réussissent à traverser le détroit d'Ormuz. Dimanche, il n'y en avait aucun. Mais est-ce 10 pétroliers, plus 15 à 20 autres en supplément? Ou bien ces 10 pétroliers dont nous avons connaissance font-ils partie des 15 à 20 impliqués dans cette opération discrète et qui traversent le détroit d'Ormuz? Qui sait? Who knows? Can't answer that, but let's just keep this. Je ne peux pas répondre à ça. Mais gardons ça entre toi et moi. D'accord? Ok, tu promets? Ok, bien. Bien. Je ne veux pas avoir d'ennui pour avoir révélé des informations sensibles, confidentielles, discrètes. Passons à autre chose et parlons du projet Ukraine, ou de l'opération Forrest Gump, c'est ça. Stupide est celui qui fait des choses stupides. L'opération Forrest Gump, qui a conduit Zelensky à devoir limoger encore un de ses principaux collaborateurs. C'est toujours l'un de ses principaux collaborateurs, Yermak, ou quelqu'un d'autre. Cette fois, c'est Irina Moria, ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas, j'ai oublié son nom, je crois que c'est son nom. C'est une proche collaboratrice de Zelensky, et il a dû la renvoyer à cause de ce scandale. Nous en savons un peu plus sur l'opération Forrest Gump. We do know some more information about Operation Forrest Gump, and what was going on here is 3 million. Et ce qui se passait ici, c'est que 3 millions de dollars ont été blanchis. 3 millions de dollars ont été blanchis par un groupe d'anciens responsables du Parlement et de proches collaborateurs de Green Goblin, afin de pouvoir utiliser ces 3 millions pour faire libérer sous caution le dirigeant du secteur de l'énergie impliqué dans le scandale des toilettes en or de Midas, il y a 9 mois, avec Mindish, qui était le meilleur ami de Zelensky et qui est maintenant en exil, je crois, en Israël. Ils ont donc blanchi 3 millions de dollars pour faire libérer sous caution ce dirigeant du secteur de l'énergie impliqué dans toute cette affaire. Lui n'a pas réussi à quitter l'Ukraine pour s'exiler comme Mindish. Mais tout cela fait partie du scandale des toilettes en or. Et Zelensky n'est touché par rien de tout ça, n'est-ce pas? Il se contente de limoger des gens. Je veux vider l'eau. Bref, ça c'est l'opération Forrest Gump. Voyons si j'ai son nom. Irina Moudra. Je crois que c'était la principale conseillère qui a été limogée. Le Financial Times dit « Zelensky limoge sa principale conseillère alors que les accusations de corruption s'accumulent. » Oui, donc Kuleba a donné une interview. Il y parlait de l'opération Forrest Gump et aussi de l'ancien ministre de la Défense, Fedorov, et de son appel à organiser des élections. Et Kuleba, l'ancien ministre des Affaires étrangères du Gobelin vert, a dit que Fedorov faisait partie des manias de la tech. Il cherche à se faire bien voir d'Elon Musk, d'Alex Karp et potentiellement de Peter Thiel. Alex Karp and potentially to Peter Thiel. He's implying what Kalua Kuleba is implying is that Ce que Kuleba laisse entendre,
c'est que ce sont ces types de la tech, ces gens de la tech militaire, de la nouvelle technologie militaire, qui sont au fond derrière Fedorov. Ou alors que Fedorov aimerait les avoir comme soutien pour financer sa candidature à la présidence de l'Ukraine. Je crois que Fedorov va même se rendre aux États-Unis dans les prochains jours. Selon certaines rumeurs, il irait aux États-Unis pour courtiser ces oligarques américains de la nouvelle technologie militaire. Et Kuleba, lui, appelle ce trio, Musk, Karp et potentiellement Thiel, le trio des génies maléfiques mondiaux. C'est comme ça qu'il les appelle. Donc Kuleba est évidemment du côté du bouffon vert. Il est avec la faction du bouffon vert. Il y a 3 factions. La faction du Gobelin vert, qui est la faction la plus puissante, est soutenue par les enfants cool de l'Union européenne, la plupart d'entre eux, par certaines parties de l'État profond britannique, certaines parties de l'État profond américain, et pour le moment, par les bandéristes, Azov, et tous ces gens-là aussi. C'est la faction la plus puissante parce que Zelensky continue de rapporter de l'argent. Tant qu'il continue à vendre et à lever des fonds, tout le monde est d'accord avec le Gobelin vert, même si la guerre tourne horriblement mal. Il suffit de maintenir le flux d'argent, et ça nous va. L'autre faction, c'est celle de Zaloujny. Appelons-la la faction Zaloujny-Porochenko-Klitschko, qui, à mon avis, est en déclin. Elle perd de son élan, je trouve. Mais le camp qui veut prendre de l'élan, la faction qui veut monter, c'est la 3e faction. Et ce sont les nouveaux gars de la tech militaire. Soutenir Fedorov et sa tentative d'obtenir des élections pour évincer Zelensky. C'était ça. C'était la tentative de Fedorov de provoquer une sorte de coup contre Zelensky en réclamant des élections. Ça a échoué parce que le Parlement et tous les puissants oligarques d'Ukraine ont dit « non, pas encore ». Parce qu'avec Zelensky, l'argent continue d'affluer. Mais Fedorov va très probablement aller aux États-Unis. Il va essayer de faire ses preuves, de prouver qu'il peut lui aussi faire entrer le fric en Ukraine et maintenir l'arnaque en marche. C'est ce qu'il doit prouver, qu'il peut maintenir l'arnaque en marche, qu'il peut faire mieux que le Gobelin vert. Bref, voilà le récit de Kuleba, sa déclaration sur toutes les intrigues de palais qui se déroulent en Ukraine. Hier, j'ai posé la question, qui soutient Fedorov? Je pense que nous avons maintenant une idée plus claire de qui il soutient. Prétendument, selon l'ancien ministre des Affaires étrangères. Donc hier, la Russie a lancé une frappe massive contre l'Ukraine, visant Kiev et les régions autour de Kiev, mais aussi d'autres zones. J'ai lu des informations faisant état de plus de 70 missiles, des Zircons, des Iskander, des missiles hypersoniques, et ainsi de suite. La Russie a tiré de tout, et la Russie a frappé tout ce qu'elle devait frapper. Elle l'a fait parce que l'Ukraine n'a pas de défense aérienne. Le ministère russe de la Défense a publié un communiqué. Il a déclaré avoir visé principalement des installations militaires, comme un site de position de tir et d'autres installations à Kiev, surtout, ainsi qu'en dehors de Kiev, où il y a beaucoup d'installations militaires, ou du moins, prétendument, beaucoup d'installations militaires. Et la Russie a détruit tout cela. Pour l'Ukraine, la situation est qu'elle n'a aucun moyen de protéger quoi que ce soit dans le pays que la Russie veut frapper. Nous n'avons presque plus du tout de défense aérienne. J'ai lu des déclarations et des interviews venant d'Ukraine où ils affirment qu'il leur en reste encore un peu. Mais ils approchent du zéro, du vrai zéro. Zéro intercepteur. Et le problème, c'est que personne dans l'Occident collectif n'a d'intercepteurs à donner. Ou alors, s'ils devaient en donner, ils devraient les prélever sur leur propre stock, sur les intercepteurs qu'ils utilisent réellement pour protéger leur pays, n'est-ce pas? Si la Grèce devait céder ses patriotes et ses intercepteurs à l'Ukraine,
et elle subit des pressions pour le faire, alors la Grèce n'aurait plus de défense aérienne. Elle donnerait tout aux gobelins verts, et cela laisserait la Grèce exposée. Donc la situation en Ukraine se désagrège et s'effondre. La Russie démantèle progressivement l'économie ukrainienne. Gradually dismantling the Ukrainian economy, it's dismantling Ukraine's grain. Cela démantèle la production céréalière de l'Ukraine, ses exportations de céréales et ses exportations alimentaires, qui représentaient une grande partie de son économie. Les armes ne peuvent pas non plus entrer par Odessa. Il y a une énorme accumulation de navires en Roumanie, dans un port roumain. Ils attendent d'être assurés pour pouvoir se rendre à Odessa. Mais les assureurs disent « aucune chance ». Il n'est pas question qu'on vous assure. Ça n'arrivera pas. Donc vous avez 40, 50 navires, ou peu importe le nombre, qui attendent là. Je suppose que ce sont des navires qui attendent de livrer vous savez quoi, puis de repartir avec des céréales. C'est mon hypothèse. Mais les assureurs disent non. Le blocus russe d'Odessa continue donc de tenir et d'étrangler cette partie de l'économie ukrainienne. Continues to hold and strangle that part of the Ukrainian economy. Ukraine's steel economy is being dismantled À présent, as well. l'économie sidérurgique ukrainienne est elle aussi en train d'être démantelée. La Russie domine désormais les airs, il n'y a aucun doute là-dessus. Même l'Ukraine n'en doute plus. Tout le monde comprend que la guerre aérienne a maintenant été remportée par la Russie. Pendant ce temps, il y a tous ces combats et ces intrigues de palais. La corruption continue. Quel désastre absolu. La Russie avance sur les lignes de front, un sujet dont l'Occident collectif ne veut pas parler. Vous avez remarqué qu'il ne parle plus du front? Vous l'avez remarqué? Cela fait des mois que l'Occident collectif ne rend plus compte de ce qui se passe sur le front. Il y a 2 ou 3 ans, il n'arrêtait pas d'en parler, n'est-ce pas? Bakhmut, Avdiivka, ils en parlaient. Ils rendaient compte de tout ce qui s'y passait. They were talking about it. They were reporting on everything going on there. They even had people embedded with the Ukraine military. Ils avaient même des gens intégrés à l'armée ukrainienne qui diffusaient ces fantasmes sur les avancées ukrainiennes, sur le fait que Bakhmut tenait encore et qu'Avdiivka tenait encore. On n'entend plus rien de tout ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce que la Russie avance, sans le moindre doute, et elle avance sur plusieurs secteurs. Pokrovsk va tomber, Dobropilla va tomber. La bataille de Dobropilla a commencé. La ville sera prise très bientôt. Globalement, c'est une situation sombre pour l'Occident collectif, pour l'OTAN et pour le régime de Kiev. La démographie de l'Ukraine s'est aussi effondrée. J'ai lu différents rapports selon lesquels, il y a 25 ou 30 ans, la population de l'Ukraine était d'environ 50 millions d'habitants. Aujourd'hui, elle serait d'environ 20 millions, 25 millions tout au plus. Et 11 millions de personnes qui sont en Ukraine, qui y restent, sont en âge de partir à la retraite. Vous avez donc aussi un effondrement démographique. Ce qui nous amène à notre sujet suivant, je suppose, Nord Stream. Il y a eu de nouveaux développements dans l'affaire Nord Stream. Gilligan, le capitaine, Marianne, Ginger, le millionnaire, et sa femme, l'Andromeda. Oh, j'adore mes mises à jour sur Nord Stream. Celle-ci est excellente. C'est probablement l'une des meilleures mises à jour sur Nord Stream à ce jour. Alors accrochez-vous. Préparez-vous à entendre une vraiment bonne mise à jour sur Nord Stream. Nous avons appris hier qu'il y avait eu une nouvelle arrestation et une possible extradition du deuxième suspect dans l'affaire Nord Stream. Nous avons déjà le premier homme qui a été envoyé en Allemagne. Je crois qu'il a été envoyé en Allemagne, Sergei Z. C'était le premier homme. Et maintenant, nous avons Vladimir Z. Vladimir Zelensky. Non, pas Vladimir Zelensky, un autre Vladimir. Mais Vladimir Z vient d'être arrêté en Croatie et les informations affirment qu'il sera envoyé en Allemagne, accusé d'avoir saboté le gazoduc Nord Stream en 2022. Vladimir Z. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que Vladimir Z fait en Croatie? Je me souviens que Vladimir Z était en Pologne.
et que l'Allemagne voulait que la Pologne l'extrade vers l'Allemagne. Et la Pologne a dit non, nous n'allons pas extrader Vladimir Z vers l'Allemagne. Il peut rester ici en Pologne. Et puis d'une manière ou d'une autre, il s'est retrouvé en Croatie. Et il semble que la Croatie va dire oui. Vladimir Z, vous êtes en route pour l'Allemagne, accusé d'avoir fait exploser Nord Stream avec Sergei K. Et il y a aussi le mannequin OnlyFans, c'est ça. Vous la recherchez aussi. Comment s'appelle-t-elle? Freya, ou quelque chose comme ça. Oui, elle aussi se balade quelque part. Personne ne sait où elle est. C'était la plongeuse principale. Mais qu'est-ce qu'il fait, ou qu'est-ce qu'il faisait en Croatie? Je pense que il est toujours en Croatie. Je ne crois pas qu'il ait déjà été extradé. C'était la question que je me posais. Pourquoi avez-vous quitté la Pologne, la sécurité de la Pologne, la protection de la Pologne, pour aller en Croatie? Eh bien, c'est là que l'histoire devient vraiment bonne et vraiment intéressante. C'est le monde des clones. C'est de l'actualité, mais c'est aussi le monde des clones. Apparemment, M. Vladimir Z était sur le tournage en Croatie d'un nouveau film. Un nouveau film sur Nord Stream, sur l'île aux serpents. Le titre provisoire du film est L'île aux serpents, réalisé par Sean Penn. Je n'invente pas ça. Je n'invente pas ça. Oui, je parle tout le temps de Sean Penn quand je fais référence à des films et quand je fais ma petite séquence cinéma. C'est toujours Sean Penn qui joue dans les films que j'invente en présentant l'actualité. Mais oui, Sean Penn réalise un film, L'île aux serpents, sur Nord Stream. C'est ce que je lis. C'est ce que je lis. This is what I'm reading. This is what I'm reading. And Vladimir Z looks like he was. Et Vladimir Z semble avoir été sur le tournage comme consultant. Sean Penn a commencé à tourner un film de propagande sur l'Ukraine et le sabotage du gazoduc Nord Stream. Le film, intitulé Snake Island, évoquerait la reddition de l'île en mer Noire. Il viserait à réécrire un chapitre honteux, lorsque Zelensky a déclaré que 100 gardes-frontières et fusiliers marins étaient morts, pour faire le buzz et alimenter l'hystérie anti-russe. Toute cette histoire de l'île aux serpents, oui. J'ai du mal à croire tout ça. Vraiment, j'ai beaucoup de mal à y croire. Mais ce sont les informations qui nous parviennent. C'est selon une publication appelée LTO. Sean Penn et Adrian Brody. Ce n'est pas possible. Allez, ce n'est pas possible. This can't be real. Come on, this can't be real. No way is this real. Let me just type it to C'est pas possible que ce soit réel. Attendez, je vais le taper dans X tout de suite. Snake Island. On va mettre Sean Penn, d'accord. Donc voilà pourquoi il était en Croatie. En fait, ça se tient, parce qu'il faut se demander, qu'est-ce qu'il faisait en Croatie, Vladimir Z? Eh bien, la Croatie est un endroit idéal pour tourner des films. Beaucoup de films hollywoodiens y sont tournés. Donc oui, il est logique qu'il ait été en Croatie comme consultant pour le film sur Nord Stream, réalisé par le bon ami de Zelensky, Sean Penn. Je veux dire, je le tape dans X et je trouve toutes sortes de publications sur ce film. Et pour être tout à fait honnête, il n'y a aucune note de la communauté. Je n'ai encore vu aucune note de la communauté là-dessus. Donc, je ne sais pas quoi dire. I don't know what to say. I'm even seeing some articles. These could be gossip publications. Je vois même certains articles. Ça peut aussi venir de publications People. Mais bon, dites-moi dans les commentaires si vous avez davantage d'informations sur le film de Sean Penn consacré à l'île des serpents et à Nord Stream. Bref, voilà l'histoire. Et si tout ça n'est qu'une fausse information signalée par une note de communauté à propos de ce film, qu'est-ce que je peux dire? Pour l'instant, au moment où j'enregistre ceci, il n'y a aucune note de communauté. Divers posts et publications parlent de ce film comme étant tourné en Croatie. Je vais m'en tenir à ça. Si ce n'est pas ce qui se passe, j'en parlerai dans ma prochaine mise à jour vidéo et je corrigerai tout. Mais quelle histoire? Si c'est vrai, quelle histoire? Le film est tourné à Pula. What a story. The film is being shot in
in Pula. The filming initially took place in Zagreb, and then the group moved to the Le tournage a d'abord eu lieu à Zagreb, puis le groupe s'est déplacé vers la côte, sans doute pour des scènes sous-marines. Les dernières prises de vue étaient en cours de tournage à Pula. Pour les gens qui regardent depuis la Croatie, est-ce que ça tient la route? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Quelle histoire! Il quitte la protection de la Pologne parce qu'on lui propose d'être consultant pour un film de Sean Penn sur Nord Stream. Et il est extradé vers l'Allemagne. Oh mon Dieu. Oh là là. Continuons avec un peu plus de ce monde de clowns. Richard Gere, l'acteur américain de 76 ans, a félicité tous les Ukrainiens à l'approche de la fête de l'indépendance en récitant un poème d'un poète ukrainien. La vidéo est sur les réseaux sociaux. Gere y dit « Je suis votre frère ». Ça fait partie du poème qu'il récite. C'est un acteur. C'est un acteur. Et si je devais faire une supposition, et ce n'est qu'une supposition vraiment, je n'ai rien pour le confirmer, mais je dirais simplement que très probablement, ces acteurs qui lisent ce genre de choses sont très probablement payés par différents gouvernements ou par des ONG associées au gouvernement. Et l'acteur va faire ce que fait un acteur. Vous le payez suffisamment, il lira n'importe quoi. Ce n'est qu'une supposition. Je ne fais que supposer. Je ne dis pas que c'est le cas. Peut-être que Richard Gere est réellement un fervent soutien de l'Ukraine et de Zelensky. Peut-être. Et qu'il l'a fait gratuitement, bénévolement. Mais The Spectator a publié un article, ou plutôt une couverture de son magazine, avec ce titre « L'Occident doit gagner ». Et on y voit l'ours russe et le dragon chinois affronter l'Occident collectif. Difficile de faire plus clair, hein, cette couverture. L'Occident doit gagner. Il doit vaincre la Russie et la Chine. La Troisième Guerre mondiale, c'est ça? Il doit gagner coûte que coûte. L'Occident est en jeu. L'ordre international fondé sur des règles. Le droit international et l'ordre international fondé sur des règles sont en jeu. C'est ce que dit l'article. La Russie et la Chine doivent être vaincues. Elles doivent être vaincues coûte que coûte. Oh là là, ça vient de The Spectator. Oh boy, that's from The Spectator. We now turn to the US. Nous nous tournons maintenant vers les États-Unis, où nous apprenons qu'aujourd'hui, jeudi, Michael Cohen, vous vous souvenez de lui, avec le Russia Gate, l'avocat de Trump qui s'est retourné contre Trump, va interviewer Trump. Apparemment, il a un podcast. Je ne sais pas. Il a un podcast. Je n'en ai aucune idée. Mais selon des responsables de la Maison-Blanche, le président doit enregistrer aujourd'hui une interview avec son ancien avocat et homme de confiance. Trump interviewé par Michael Cohen. Incroyable. Putain d'incroyable. Qu'est devenu le Russia Gate et la colère de Trump à propos du Russia Gate et la procédure de destitution et Mueller et le professeur Mifsud et Halper. Et comment s'appelait-il déjà? Alexander Downer. And what was his name? Alexander Downer? Unbelievable. Now Trump is Incroyable. back on good terms Maintenant, with Cohen? Trump est de nouveau en bon terme avec Cohen. Can't make this stuff up. On n'invente pas des trucs pareils, Talking mec. about Russiagate, Vindman, remember him? Puisqu'on parle du Russia Gate, He was a big part of Vindman, the impeachment. vous vous souvenez de lui? He was Il a running joué un rôle important dans la procédure de I think the destitution. Senate in Il se Florida. présentait, je crois, au Sénat Was en it Floride. Congress? C'était pour le Sénat ou pour le Congrès qu'il se présentait, Vindman. Je crois que c'était le Sénat, mais il a perdu. Il a perdu la primaire face à Angela Nixon, qui est davantage du côté d'AOC. Elle est plus proche de ce camp progressiste autour d'AOC. Mais elle a battu Vindman. Vindman est démocrate maintenant et il a reçu beaucoup d'argent. J'ai lu des articles disant que Vindman avait dépensé plus que Dixon. Je crois que c'est Dixon. Attendez, je vérifie. Vindman outspent Dixon. I believe it's Dixon. Let me see. Outspent her by 60. Elle l'a dépassé en dépenses par un facteur de 16. Vindman a reçu une somme d'argent complètement folle en tant que He démocrate. still lost. Et il a quand même perdu. Angie Nixon. Mon erreur. Toutes mes excuses. J'y étais presque. Angie Nixon remporte l'investiture démocrate pour le Sénat américain en Floride. Mon erreur. Heureusement, j'avais mis ça en favori.
Oui, Vindman a reçu énormément plus d'argent, et il a quand même perdu. Est-ce que c'était Alexander Vindman, ou son frère, à qui on avait demandé de devenir ministre de la Défense de l'Ukraine, pendant toute cette histoire de destitution, de l'appel téléphonique sur l'Ukraine et tout ça? Je crois que c'était Alexander Vindman. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. L'un des deux s'est vraiment vu proposer le poste de ministre de la Défense de l'Ukraine. Ce qui n'est pas extraordinaire quand on parle de l'Ukraine, parce qu'à un moment donné, après le coup d'État du Maïdan, l'Ukraine avait comme ministre des Finances une citoyenne américaine, Natalie Jaresko. Elle était ministre des Finances de l'Ukraine et elle était citoyenne américaine. Donc, ce n'est pas du tout inhabituel pour l'Ukraine de nommer un citoyen américain à un poste gouvernemental de premier plan. Mais bon, ça c'est Vindman, le grand perdant des élections, même s'il a reçu une tonne d'argent. Et je pense que c'est tout pour ce qui est du monde des clones. D'autres infos? Voyons voir ce que j'oublie. Trump a confirmé qu'il allait rencontrer Kim Jong-un très bientôt. Il dit qu'il s'entend bien avec Kim. Ce virage vers la Corée du Nord est très intéressant. Je suis très méfiant à l'égard de ce virage. Tout d'un coup, la Corée du Nord est devenue un sujet. Pourquoi selon vous? Très vite, tout à coup, un post de Trump sur Truth Social, et la Corée du Nord devient un sujet majeur dans l'actualité, alors qu'on n'en parlait pas du tout. Une diversion? Qui sait? Et quoi d'autre? Ah oui, il y a eu une grosse affaire, un accord commercial entre les États-Unis et le Canada. Il semble que les droits de douane aient été reportés, des droits de douane de 50% que Trump allait imposer au Canada. Il les a reportés parce qu'ils étaient très proches d'un accord commercial. Il semble que l'accord soit en train de se conclure. Et Trump a aussi laissé entendre une forme de coopération autour de l'oléoduc Keystone. Il l'a également évoqué, mais il semble bien qu'on va avoir un accord commercial entre les États-Unis et le Canada. On verra. On verra. Mais les droits de douane devaient être imposés hier, ou il y a 2 jours. Et puis Trump a publié sur X qu'il allait les reporter. Carney a aussi confirmé qu'un accord était en cours de négociation. Donc, c'était également une grande nouvelle. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. theduran.locals.com. Nous sommes sur X, nous sommes sur Rumble, nous sommes sur Telegram. Voici le château, le fort de Larnaca, où le sel était protégé des envahisseurs qui cherchaient à s'emparer du sel, des épices de Larnaca. Et ensuite, il est devenu une prison britannique en fait. Il est devenu une prison britannique. Le fort de Larnaca a donc une histoire intéressante. Explosez le bouton j'aime. Anéantissez le hip. Abonnez-vous à cette chaîne s'il vous plaît, c'est très apprécié. Et retrouvez-nous sur Substack. Allez sur la boutique du Rennes, prenez quelques produits dérivés. Nous avons les meilleurs chapeaux du monde entier. Alors, prenez-en un, sans hésiter. Et je vous dis à tous, à bientôt. Prenez soin de vous. Take care.